Parfois, ce qui nous retient le plus fort n'est pas ce qui nous fait du bien, mais ce qui nous a fait sentir vivants une seule fois. Il est difficile d'expliquer, même à soi-même, pourquoi l'on reste lié à une relation qui fragilise, alors que tout, rationnellement, indique qu'elle ne nourrit plus. Vu de l'extérieur, la situation semble claire, presque évidente, mais à l'intérieur, l'expérience est tout autre. Ce n'est pas une question de volonté, ni un manque de lucidité, encore moins une faiblesse de caractère. Ce qui se joue là appartient à une zone plus silencieuse, plus profonde, un endroit où la mémoire affective, les espoirs anciens et les blessures non apaisées se confondent. Souvent, la confusion commence précisément ici. On sait qu'il faudrait partir, on le comprend, on le répète. Et pourtant, quelque chose résiste. Quelque chose qui ne répond pas aux arguments mais aux souvenirs. Dans ces moments-là, l'esprit retourne instinctivement vers le début, vers ces premiers instants où tout semblait possible, où le lien paraissait lumineux, presque évident. Ce sont ces fragments initiaux, souvent idéalisés, qui créent une attache disproportionnée. On ne s'accroche pas réellement à la relation telle qu'elle est. On s'accroche à l'intensité ressentie un jour, à cette impression rare d'avoir été vu, reconnu, compris d'une manière qui avait manqué jusque-là. Ce souvenir agit comme une balise émotionnelle. Il éclaire le passé au point d'obscurcir le présent. Et peu à peu, on devient fidèle non pas à une personne, mais à un moment qui n'existe plus. Une fidélité silencieuse, tenace, qui brouille la perception et rend chaque décision plus lourde. Ce qui rend cette expérience si éprouvante, c'est la tension constante entre la lucidité et le désir. La lucidité voit la réalité, la fatigue, le déséquilibre, l'absence d'attention véritable. Le désir, lui, continue d'espérer le retour de ce qui a été touché un jour. Cette oscillation intérieure n'est pas un défaut. C'est une réaction profondément humaine face à la peur de perdre un paysage affectif qui, même brièvement, a offert de l'air. Beaucoup pensent qu'ils se battent pour sauver une histoire. En réalité, ils se battent souvent pour préserver une version d'eux-mêmes qui semblait plus vivante au début du lien. Quand on explore ce mécanisme plus en profondeur, on découvre que la douleur ne vient pas uniquement de la relation actuelle. Elle réactive quelque chose d'antérieur, une blessure émotionnelle centrale. Un moment ancien où l'on s'est senti mis de côté, pas assez choisi, pas assez important. Lorsqu'une personne touche, même involontairement, ce point de fragilité, la connexion devient plus intense que la relation elle-même. Ce n'est pas l'autre qui retient, mais la promesse inconsciente qu'en étant enfin reconnue par lui, une partie ancienne pourrait être réparée. Cette illusion est douce et féroce à la fois. Elle crée une distorsion subtile de la perception. Chaque geste attentionné, même minime, prend une valeur immense. Chaque silence, chaque retrait devient une confirmation d'abandon. Alors on vit dans l'attente, on observe, on interprète. Et on cherche dans les détails la preuve que le lien peut encore tenir. Et pendant que l'on tente de redonner sens à ce qui s'effrite, on s'épuise. Non pas par amour, mais par la lutte intérieure entre le besoin d'être apaisé et la peur de perdre le dernier endroit où l'on a cru se sentir vivant. Progressivement, un constat silencieux s'installe. Ce n'est pas tant la personne qui fait souffrir que la manière dont la relation réveille une mémoire affective jamais apaisée. Comprendre cela ne libère pas immédiatement, mais cela déplace le regard. On commence à voir que l'on ne lutte pas contre une séparation, mais contre une perception intime de soi. À partir de là, quelque chose commence à bouger doucement. On réalise que ce que l'on tente de réparer à travers l'autre ne pourra être apaisé que dans un espace intérieur. Lorsque cette clarté apparaît, même inconfortable, on reconnaît que beaucoup de réactions ne viennent pas du présent, mais de schémas anciens qui se rejouent. C'est cette superposition entre passé et présent qui rend la situation si complexe. Avec le temps, un épuisement plus subtil se fait sentir. Pas une fatigue physique, une usure intérieure. L'impression d'être devenu le pilier principal d'une histoire qui ne tient plus que par nos efforts. On se voit agir comme si l'on observait quelqu'un d'autre, les concessions répétées, les explications sans fin. Et pourtant, on continue. Ce décalage entre ce que l'on comprend et ce que l'on fait crée une instabilité profonde, souvent accompagnée de honte ou de culpabilité. Mais cette culpabilité est trompeuse. Avant de s'éloigner de quelqu'un, il faut d'abord se détacher de l'illusion que cette relation pourra offrir ce qu'elle promettait autrefois. Tant que cette illusion subsiste, même faiblement, aucun mouvement réel n'est possible. Puis vient un moment presque imperceptible. Un geste qui autrefois apaisait ne provoque plus rien. Une phrase qui suscitait de l'espoir laisse indifférent. Ce glissement marque le début d'un retrait intérieur. Pas une rupture brutale, un éloignement progressif, une respiration nouvelle. Ce retrait est souvent accompagné d'un mélange étrange.
un soulagement discret et un vertige profond. Le soulagement de retrouver un espace mental oublié. Le vertige de devoir se demander enfin qui l'on est en dehors de ce lien. On comprend que ce qui était difficile à lâcher n'était pas tant l'autre, mais la version de soi que l'on espérait devenir à ses côtés. Cette prise de conscience peut être douloureuse. Elle oblige à reconnaître que l'on s'est parfois accroché à une image plutôt qu'à une réalité. Mais elle crée aussi un socle, une base sur laquelle le détachement peut se construire sans violence. Peu à peu, on perçoit que l'attachement était soutenu par l'espoir intermite, cette alternance entre proximité et distance qui renforce paradoxalement le lien. Chaque moment agréable devient une promesse. Chaque promesse entretient l'attente. Pourtant, l'intention ne suffit pas à transformer une dynamique. Sans acte cohérent, l'espoir devient un piège qui maintient la blessure active. Lorsque cette lucidité s'installe, on comprend que le vrai combat n'a jamais été de sauver la relation, mais de comprendre pourquoi son effondrement touche si profondément. La douleur n'est pas proportionnelle à la durée du lien, mais à la zone vulnérable qu'il réactive. À partir de là, on voit enfin la relation sans l'embellissement que la peur de perdre avait imposé. Et dans ce processus, quelque chose de fondamental se réveille. La dignité émotionnelle, silencieuse, ferme, elle se manifeste par de petits gestes, ne plus se justifier, ne plus porter seul ce qui devrait être partagé, se donner le droit au repos. Quand cette dignité se solidifie, l'émotion cesse d'être un champ de bataille. Le cœur n'attend plus les oscillations de l'autre pour exister. La séparation devient envisageable non comme une fuite, mais comme un acte de cohérence intérieure. Ce changement n'est pas spectaculaire, il s'installe lentement, mais une fois présent, il devient impossible de revenir en arrière. On commence à se poser d'autres questions. Pas par peur de perdre, mais par désir de se retrouver. Le lien perd son caractère central. On redécouvre des parts de soi mises de côté, le calme revient, la concentration, l'élan, et un jour, on comprend que se détacher n'a jamais été un geste contre quelqu'un. C'était un geste en faveur de soi. Un mouvement qui n'efface pas le passé mais l'intègre, qui transforme la blessure en compréhension. Et dans cet espace nouvellement libéré, une paix discrète apparaît, une paix qui ne dépend plus de l'autre. Une paix qui devient enfin le point de départ d'une manière nouvelle d'aimer, de se lier, et surtout de se tenir dans le monde.